Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, le rendez-vous du mardi pour débriefer la nouvelle semaine de compétition avec au programme aujourd'hui la 13e semaine, déjà la semaine 13. Juste avant de vous présenter mes deux acolytes de la journée du podcast, un grand remerciement à tous ceux qui étaient avec nous en live jeudi et vendredi pour Thanksgiving et pour le Black Friday. Vous étiez très nombreux, à peu près 2 fois plus nombreux que l'an dernier. On en est très très heureux et on vous remercie grandement d'avoir été avec nous. On espère que les lives vous ont plu et on se retrouvera bien évidemment en playoff, évidemment aussi tous les dimanches à 22h avec Jean, avec Raph, avec Vince aussi. Vous pouvez retrouver la Red Zone et ça continue même en week 14. Voilà pour tout ce qui est remerciements du côté des lives. Avec moi dans ce podcast, mon équipe de d'habitude du lundi, moins celui qui a trop gagné puisqu'on préfère rester entre losers, mon cher Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Ce week 13, il y a plein de choses qui se sont passées, les playoffs commencent à se dessiner, on va débriefer tout ça ensemble. Voilà, au calme. Avec mon Yaya, salut Yaya, comment ça va ? Salut à toutes et à tous, salut Flav, salut Seb. Bah écoute, moi ça va très bien, très bien, très bien. Un petit coucou à la Red Company qui prépare un bon retour du côté des Mousquetaires pour cette saison, avec plein de changements du côté des Mousquetaires, mais on sera à fond derrière eux. Encore une fois. Ça, c'est sûr que ça va changer. Tant que t'en es à faire des petits coucous, des petits remerciements, des petits tout ça. Ouais. Un petit message aussi pour vous dire d'aller écouter le podcast NBA qui vient de sortir aussi aujourd'hui, le podcast MLB. En plus, Yaya, t'étais dans le podcast NBA, me semble-t-il. C'est le conseil de classe, c'est ça ? Avec conseil de classe, effectivement, avec 2 guests qui sont venus nous renforcer. Donc, Anna et Benjamin qui a l'habitude de venir, qui est journaliste pour Rivers, qui est à San Antonio pour suivre la saison notamment de Victor Wembanyama. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ces 2 autres podcasts des équipes de TFA. On recommence avec la NFL. Alors, on a eu des matchs à Thanksgiving, on a eu des matchs au Black Friday et la première équipe qualifiée de ces playoffs 2024. On l'a vécu ensemble. Seb, c'était avec Jean, avec Raph, avec Flo, avec Mathieu. Les Chiefs de Kansas City qui se sont imposés à l'arraché contre les Raiders de Las Vegas. Une victoire 19-17. Que ce fut dur, comme d'habitude avec les Chiefs, que ce fut poussif, comme d'habitude avec les Chiefs, mais les Chiefs gagnent et les Chiefs se qualifient pour les playoffs. Alors, en effet, Flav, j'ai envie de dire ce qui est un petit peu notre leitmotiv au sujet des Chiefs depuis plusieurs semaines. Victoire moche, mais victoire quand même. Hein, ça devient une habitude, une belle défense quand même de Las Vegas qui a saqué Mahomes 5 fois, dont 2 fois dans la red zone, du côté de Kansas City. Parmi les enseignements, les connexions avec les receveurs qui ont été limite dans des moments clés. Moi, je pense notamment au drop de Worthy et de Hopkins sur des conversions de 3e down. Et puis, dans la red zone également, il y a eu de très, très grosses difficultés pour réellement conclure. En défense, en revanche, Chris Jones, qui a vraiment été décisif avec un sac sur un 3e down sur les 4 yards de Kansas City qui obligera Las Vegas à se contenter d'un field goal. Et puis, un autre sac plus tard, à nouveau sur un 3e down, une 3e et 9, cette fois, qui stoppera un drive des Raiders. Et pour lui, ça signe la fin d'une série de 7 matchs sans sac. Et il redevient un élément décisif lorsque le club en a besoin. Du côté de Las Vegas, ça semblait quand même mal parti avec leur production habituelle. On parle quand même de 2 cartons et demi avec seulement 3 points marqués. Et puis, il y a eu un retour de kick-off de 68 yards d'Amir Abdullah qui a réveillé tout le monde puisque Brock Bowers marque tout de suite derrière. Et sur la possession suivante, on assiste à un touchdown de 58 yards sur passe par Trey Tucker qui change le cours du match. Mais les Raiders étant les Raiders, ils vont gâcher leur chance, notamment suite à un field goal manqué de Jackson Powers Johnson, qui a le nom le plus cool du monde, soit dit au passage, et un fumble désastreux sur le tout dernier jeu. Et ces erreurs-là, c'est endémique de la part
des Raiders. En attaque, Brock Bowers avec 10 réceptions, 140 yards et un touchdown. Et Jacoby Myers, 6 réceptions, 97 yards, se sont illustrés, mais ce sont les seuls joueurs fiables de cette escouade. Et là sont les limites des Raiders. Sur le fumble, Aidan O'Connell a reconnu d'ailleurs que c'était sa faute. Il aurait applaudi trop tôt, en fait. Il aurait donné le signal trop tôt, sans avoir regardé sur sa gauche. C'est pour ça qu'il aurait en fait commencé à lancer le signal, puis regardé. Sauf que le centre, lui, a envoyé dès que le signal a été donné. Donc Aidan O'Connell a reconnu que le fumble était entièrement sa faute. Alors après, il y a eu une discussion au niveau des pénalités, hein, parce que de là où parle le mouchoir de pénalité, visiblement, ça aurait dû être une pénalité appelée pour faux départ du côté de la défense des Chiefs. Ça a été changé en illegal shift par les arbitres. Bon, voilà. Hein, ça, voilà. On va pas refaire un débat sur l'arbitrage et les Chiefs de Kansas City, mais t'es de très mauvaise foi là-dessus. Ah non, je suis pas alors pas du tout. J'ai été le seul à faire un article qui les défend, ces pauvres Chiefs. Alors là, on pourra pas me c'est ce que je dis. Non, mais voilà. Bon, la pénalité de toute façon était sifflée, mais soyons honnêtes, même sans le fumble, de toute façon, cette pénalité, au pire, ils auraient reculé de 5 yards, ils étaient toujours à distance de field goal, donc. Le vrai problème, c'est le fumble de Las Vegas, c'est pas la pénalité qui a été appelée à ce moment-là. Mon cher Yaya, est-ce qu'on a toujours en fait cette idée des Chiefs de savoir que pour l'instant ça gagne, c'est même toujours numéro 1 de l'AFC, ça va probablement aller gagner cette division AFC West dans quelques semaines. Alors c'est pas encore fait, hein. Ils sont qualifiés, mais pas encore champions de division. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu une fois que les playoffs arriveront? C'est ce qu'ils ont fait l'an passé. Ah oui, c'est ce même si il y en a qui y croyaient pas en novembre aux Chiefs. Oui, je vais pas dire des noms. On va pas donner de noms, voilà, c'est très exactement. Des receveurs stars de La Rochelle qui ont pris leur retraite. Mais j'ai envie. Ouais. Moi, faut jamais parier contre Patrick Mahomes. Et c'est ça qui me fait peur. Et ce qui est à la fois rassurant pour eux, c'est une pièce jetée en l'air, les Chiefs, cette année. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Je serais pas étonné qu'ils fassent un run. Je serais pas étonné qu'ils se fassent sortir au premier tour de playoff qu'ils jouent. Alors, je vous pose pas la question de savoir s'ils seront first seed parce que je la garde pour le prochain podcast, le podcast du milieu de semaine où on fera le point à 5 journées de la fin, comme on avait fait l'an dernier brillamment avec les Jacksonville Jaguars sur les équipes qui seront potentiellement first seed et ceux qui seront first pick de la draft aussi. Donc voilà, ce sera first pick, first seed, on fera tout en même temps. Ce sera pour le podcast du milieu de semaine. Donc cette question-là, on va la garder pour plus tard. Et toi, Seb, tu crois au réveil offensif des Chiefs notamment parce que défensivement, ça tient plutôt bien la baraque? Je sais pas si je crois au réveil offensif, mais c'est quand même pas une hypothèse à écarter quand les playoffs vont se profiler à l'horizon. Yaya qui nous dit qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Dans la production, je veux bien l'entendre, mais dans les résultats, je suis désolé, quasiment chaque semaine, à une exception près jusqu'ici, c'est la même chose. Et je vois absolument pas pourquoi ça changerait en playoff. Pour moi, c'est toujours et plus que jamais des contenders, et pas seulement à cause de leur fiche, mais en raison de leur capacité à gagner, quelles que soient les circonstances. Oui, effectivement. Le reste, au bout d'un moment, il faut produire. Tu sais, des bonnes défenses, il y en a qui ont gagné des titres que sur leur défense. Hein. Certes, malheureusement, au bout d'un moment, vous n'avez pas Eli Manning, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Je vois l'idée, je comprends l'idée. C'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien dit. Hein. Ouais. En tout cas, on a eu un match côté Raiders parce que bon, on va pas s'apesantir sur les Raiders qui sont éliminés d'ores et déjà dans cette saison 2024, mais n'empêche que le match d'Aidan O'Connell et de Brock Bowers a été plutôt rassurant. Et Brock Bowers qui fait une saison, on n'en parle quasiment jamais, mais une saison monstrueuse quand même.
Oui, il est en passe pour battre pas mal de records. Hein. Donc, Ouais. Le record de yards de réception d'un tight end rookie, c'est sûr qu'il l'aura. Je ne sais même pas s'il l'a pas déjà. Faudra vérifier, c'est 700 et quelques yards. Le truc. Il est même en passe éventuellement pour aller chercher le nombre de réceptions d'un joueur, d'un rookie sur sa première saison qui appartient à Nakua. Il est à 884. Ouais, donc je pense qu'il a déjà le record pour un tight end, je parle, hein, bien pour un tight end. 84 réceptions, 884, 4 touchdowns et une moyenne de 10,5. Ouais, 84 réceptions, il est leader de la ligue dans la catégorie. Hein. C'est lui qui a gobé le plus de ballons jusqu'ici. C'est vraiment l'une des grosses satisfactions des Las Vegas Raiders sur cette saison. Un beau match aussi, notamment au début de match de Jacoby Meyers pour les Chiefs, non, pour les Raiders. Les Raiders qui, mine de rien, ont encore posé des problèmes aux Chiefs. L'an dernier, ils les avaient battus à Noël. Cette année, ils leur ont encore posé pas mal de soucis. Toujours dans l'AFC, une équipe qui, elle, est devenue championne de division hier. Ce sont les Bills de Buffalo qui se sont imposés largement 35-10 face aux 49ers de San Francisco dans un match qui s'est joué sous la neige. Si vous avez l'occasion de le revoir, ça fait toujours de jolies images. Les Bills de Buffalo avec un Josh Allen, Yaya, qui a été absolument monstrueux. J'aurais presque envie de dire taille MVP. Oui. Bah, Josh Allen qui confirme sa très bonne saison. 148 yards à la passe, 2 touchdowns, une action dont on reparlera certainement beaucoup plus tard. Une équipe de Buffalo qui, plus ça va, plus prend de l'épaisseur. À domicile, ils sont sur 6 victoires, 0 défaite. Et avec la neige, j'ai envie de dire, ça risque de continuer. Josh Allen qui court, qui marque des touchdowns. Que dire de plus, quoi. Pas d'interception. Oui, il restait sur 4 matchs de suite avec au moins une interception. Il avait commencé avec 8 sans interception, puis il en avait fait une série de 3 ou 4 matchs avec interception, et là il est revenu sans interception. C'était pas quand il y a de la neige, c'est pas forcément beaucoup de passes. Non, c'est pas pass friendly, ouais, ça, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc du coup, il fait ses 148 yards et après, il a couru comme d'habitude, quoi. À domicile, il leur reste à jouer les Patriots et les Jets d'ici la fin de saison aux Bills. Bon, sur le papier, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, pour le reste à l'extérieur, les 2 prochains matchs, c'est contre les Rams à Los Angeles et contre les Lions à Détroit, qui promet un affrontement peut-être possiblement à ce moment-là, selon les résultats des Chiefs, entre les 2 top seeds AFC et NFC. C'est pas impossible à ce moment de la saison. Ça risque d'être un match pour le first seed du côté de Buffalo. Hein. Oui, enfin du côté de Détroit aussi. Oui, mais là on parle de Buffalo. Oui. C'est vrai qu'on va pas parler de Détroit, on en parlera mercredi. Détroit qui s'en est sorti, eux aussi miraculeusement. Enfin, on en reparlera dans le rappel des résultats en fin d'émission. De la grande gestion de l'horloge. Voilà, avec une très belle gestion de l'horloge, effectivement. Seb, Buffalo, alors c'est contre tes 49ers en plus, mais est-ce qu'ils t'ont impressionné hier? Est-ce que tu t'attendais à ce rouleau compresseur? Mettre 35 points sous des conditions difficiles, c'est quand même assez impressionnant. C'est le 6e match de suite au cours duquel Buffalo marque 30 points ou plus. C'est la plus longue série cette saison et ils sont à égalité pour la plus longue série de ce type dans l'histoire de la franchise. Ils avaient commencé doucement ce match avec je crois un field goal dans un premier temps, un 3 and out sur leur premier drive et un field goal concédé, plus exactement. Oui. Alors, il y a eu une belle tentative de la part des supporters de Buffalo de l'arrêter, ce field goal avec une boule de neige, mais ça n'a pas marché. C'était formidable à voir, c'est incroyable. Les Bills Mafia, il n'y a que eux pour faire ça. De toute façon. Alors, c'est dingue. Est-ce que vous avez vu qu'ils recrutent même des Québécois maintenant pour passer à travers les tables? Non, on n'a pas vu. Voilà, moi je vous le dis. Eh ben, si vous êtes Québécois et que vous avez envie de tenter l'expérience, faites-vous plaisir.
Et donc par la suite, ils vont prendre complètement le contrôle du match, ils vont forcer 2 fumbles et surtout, ils ne vont pas concéder un seul drive adverse qui dépassera les 6 jeux en deuxième mi-temps. Allen, on en a parlé, 13 sur 17 sur 48 yards, 2 touchdowns et 1 touchdown au sol. James Cook, 107 yards, 1 touchdown, 220 yards au sol au total pour Buffalo, c'est très impressionnant. Et la défense n'a pas été en reste puisqu'elle a concédé seulement 239 total yards et 3 conversions de troisième down sur ce match. On a d'ailleurs enregistré aussi le retour de Matt Milano, qui revenait sur les terrains et qui n'a pas fait que de la figuration puisqu'il repart avec 2 plaquages solo et 2 assists. Le prochain objectif pour Buffalo, comme on l'a dit, c'est le first seed. Oui, c'est rien de moins de toute façon. Ils ont déjà le titre de division acquis, c'est déjà une première étape. De toute façon, il l'a dit, Sean McDermott, il a dit, de toute façon, maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher le first seed de l'AFC. C'est un objectif qui semble, sur le papier, plutôt réalisable, surtout qu'on en a parlé quand on voit les Chiefs actuellement, qui sont pas forcément toujours maîtres de leur destin. On se dit qu'ils peuvent lâcher à un moment un match, et Buffalo a le tiebreaker sur les Chiefs, puisqu'ils ont battu Kansas City. Donc, il suffit d'être à égalité de bilan avec les Chiefs pour passer devant. Faut que les Chiefs perdent un match aussi et que eux ils gagnent tout. Oui, bien sûr. Ou que les Chiefs en perdent 2 et que Buffalo en perd qu'un. Enfin bref, il faut perdre un match de moins que les Chiefs, quoi. C'est ça l'idée. Excusez-moi. Le compte est bon. Maître Renard. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de t'avoir parmi nous et de parler de gens qui connaissent la télévision française. Les chiffres et les lettres, le plus vieux jeu de la télévision française. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours un honneur. Bref, Buffalo, c'est fait. San Francisco, mon cher Seb. Est-ce qu'il y a encore un... Oui, je suis désolé. On en parle à un moment, quoi. Je suis navré, faut qu'on y vienne. Venons-y. Est-ce que c'est mort? On va pas chercher à calculer le plus loin que ça. Est-ce que c'est foutu? À mon humble avis, oui. Merci. Autre question. Une de retard sur Seattle et sur les Rams. Il y a encore de nombreux blessés. Ils perdent Christian McCaffrey vraisemblablement pour le reste. Ouais, alors à l'heure de l'enregistrement, on n'a pas encore l'information, mais il est très probable que. J'ai vu que je crois bien avoir vu que c'était fini. Il passe l'IRM. Alors heure française, c'est vers 23h. Donc, mais bon, il a le ligament du genou vraisemblablement en vrac. Donc, voilà, Kyle Shanahan n'était pas optimiste, du moins en conférence de presse. Donc, je vais me permettre de ne pas l'être. Non plus, San Francisco, ils auraient besoin de remporter tous leurs matchs pour espérer se glisser dans les phases finales, mais ça semble improbable tant cet effectif semble à la fois blessé, mais aussi épuisé et fatigué, et ça je le dis quasiment depuis le début de la saison. Brock Purdy qui rend une toute petite fiche à 11 sur 18 et 94 yards. Le jeu de course qui fait faillite, le meilleur performeur, ce sera Jordan Mason avec 13 courses et 78 yards. Joan Jennings est le meilleur receveur avec 3 réceptions et 56 yards. Alors certes, le jeu aérien n'était pas facilité par les conditions météorologiques, mais le jeu au sol n'a pas été au rendez-vous aussi. Et puis la défense contre le sol, qui a été problématique toute la saison, là a pris l'eau, puisque ils encaissent plus de 200 yards en 28 portées, 220 yards en 38 portées, ça fait 5,8 yards par portée, et c'est la deuxième semaine de suite qu'ils concèdent plus de 150 yards au sol. C'est la première fois que ça leur arrive depuis 2021. On a eu l'impression de voir un match complètement déséquilibré entre deux clubs qui n'étaient mais absolument pas au même niveau de jeu. C'est clairement ça. Et pour les 49ers, quand même, la saison semble effectivement se compliquer, surtout qu'en NFC, il y a un vrai gros problème pour les wildcards. C'est que la NFC Nord squatte déjà 2 tiers des choses, 2 tiers des tickets disponibles avec des bilans affolants, parce que maintenant, on sait déjà qu'il y aura au moins 3 équipes
en positif du côté de la NFC Nord et on est qu'en semaine 13. Même les Packers qui sont à 9-3 seront forcément en positif. Donc t'es sûr, pour avoir une wildcard, faut aller attraper la dernière disponible, qui pour l'instant est la propriété des Commanders et qui est pas non plus avec un bilan ridicule, loin de là. Donc en fait, il faut être champion de division pour la NFC Sud ou pour la NFC Ouest. T'as pas le choix. C'est le titre de division, rien. Grosso modo, ça va être l'idée. Et quand tu vois comment la NFC Ouest est serrée, tu te dis qu'il y aura forcément 3 malheureux, quoi. Reste à savoir qui seront ces 3 malheureux, parce que les Seahawks n'ont pas été non plus impressionnants sur leur match contre les Jets. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Les Cardinals sont tombés chez les Vikings. On va en reparler un petit peu plus tard. Il y a encore une fenêtre pour les 49ers. Moi, Ouais, mais les Seahawks, ils jouent les Cards, donc il y aura forcément un vaincu. Après, ils reçoivent les Packers, les Vikings, ils vont aux Bears et ils reçoivent les Rams. Ils vont aux Rams, pardon. C'est pareil chez les Rams. Tu y ailles ou tu reçoives, c'est pareil. Ouais, mais il y a un monde où tu vois, ils gagnent pas tant de matchs que ça, et par un trou de souris, je serais toujours pas étonné que San Francisco aille faire un tour. Aille faire un tour en playoff, après se faire poutrer dès le wildcard. Oui, alors après, attends, faut faire attention, parce que les équipes qui se qualifient par le bout de la lorgnette, des fois, l'effectif est trop décimé. C'est ceux capables d'aller te faire un run pendant 3 semaines, là. Non. Méfier. Je me méfie toujours. En tout cas, mais l'effectif et Seb l'a bien dit. Non, mais clairement, il y a un problème. Il est décimé, à moins que d'ici là, tu trouves un receveur et un running back. Plus une défense contre le sol, donc non. T'as l'effectif qui est décimé, c'est que des titulaires qui sont et que des piliers des escouades respectives qui sont à l'infirmerie, et ça n'encourage pas à la confiance, parce que Mason et Guerrero, ils font très bien le job, mais en attaque, une fois de plus, quand CMC n'est pas là, il n'y a pas de finisseur, et le tout petit pourcentage de réussite qu'ils ont en zone rouge, ça c'est le signe d'une attaque qui n'est absolument pas en confiance et qui n'arrive pas à finir le job. Ça, c'est le gros problème de cette saison. L'inefficacité en red zone pour les 49ers, c'est vraiment le gros point noir. Tiens, si on devait faire un cadeau de Noël aux 49ers, ça serait une efficacité en red zone. La réussite en red zone et joyeux Noël pour les 49ers. Voilà. Ils ont déjà la couleur de réussite en red zone. Passer ne serait-ce que 60%, on dira pas beaucoup plus haut, tu vois, on t'en demande pas trop, faut pas exagérer non plus. Alors que l'an dernier, c'était l'une des meilleures équipes en plus en red zone sur la saison 2023, mais comme tu l'as dit. Oui, comme tu l'as dit, avec un Christian McCaffrey au top à ce moment-là. Et il leur faudra un kicker, oui. Mais enfin, ça, c'est un peu le problème de beaucoup d'équipes. Et d'ailleurs, en parlant, on va passer du côté de Baltimore. Tiens, en parlant de kickers qui ont du mal à réussir, notre ami Justin Tucker est un peu en difficulté pendant cette saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore 3 coups de pied manqués dans la défaite de Baltimore face aux Philadelphia Eagles. Les Eagles, c'était un duel attendu entre deux grands running backs, Saquon Barkley et Derrick Henry. Ça a tourné à l'avantage de Saquon Barkley et des Eagles. Est-ce que pour toi, Seb, les Eagles, c'était vraiment un ton au-dessus des Ravens? Ce qu'ils ont montré, les Eagles, c'est ce qui est leur force, en fait. Depuis le début et surtout la deuxième partie de cette saison, c'est que c'est une équipe qui arrive à s'adapter à ce que lui donne l'adversaire. Ils ont subi un 9-0 en début de match avant de marquer 2 touchdowns de suite. Et d'ailleurs, sur ces 2 scoring drives, il y a 3 réceptions de H.A. Brown. Et après, la défense va geler le match pour Baltimore en contenant Jackson au sol pendant toute la deuxième mi-temps, tandis que l'attaque va démarrer le Saquon Barkley show. Et cette mainmise sur la deuxième mi-temps, c'est en train de devenir la marque de fabrique de Philadelphie, puisqu'ils ont fait la même chose face à Washington il y a 2 semaines. Alors après, statistiquement, effectivement, en total yards, ils sont dominés parce que Philadelphie gagne 252 yards, Baltimore 372. Ils sont dominés
Sur le temps de possession, 26 minutes 09 pour Philadelphie, 33-51 pour Baltimore. Et pourtant, ça gagne grâce à cette capacité d'adaptation. En défense, il y a une très très bonne performance du defensive end de Nolan Smith Jr. avec un sac, 8 plaquages et un plaquage pour perte de terrain. Et puis offensivement, on parlait du Saquon Barkley Show, 107 yards en 23 portées, un touchdown. Il continue sur son rythme de peut-être MVP. Et pour Philadelphie, l'avenir s'annonce assez radieux. Ouais, on a des Eagles, en fait, Yaya, qui ont inversé leur saison de l'an dernier. L'an dernier, ça avait été très fort en début de saison, poussif à la fin. Cette année, on a vraiment l'impression là que les Eagles ont trouvé une vraie carburation, un vrai rythme de croisière, même contre les équipes prétendues fortes, ça gagne encore. On avait vraiment, pour le coup, sur le premier quart-temps, l'impression que les Ravens avaient très bien construit leur défense pour contenir Saquon Barkley notamment, mais finalement, Philadelphie a fini par trouver la solution. Oui, totalement. Et puis, tu parlais de saison. Il y a un point, un turning point dans la saison, c'est le retour de A.J. Brown. À partir du moment où il est arrivé, ça a donné le temps, peut-être la microseconde où Saquon Barkley peut permettre de plus prendre l'avantage sur les linebackers adverses, et ils sont devenus injouables. Au début, on avait beaucoup de doutes sur Philadelphie, puis ils sont adaptés petit à petit. C'est devenu le rouleau compresseur que il y a 2 ans on avait vu. Ça reste toujours une équipe très très forte. Bon, j'ai envie de dire oui, ils vont continuer, et je ne serais pas surpris qu'ils récupèrent le first seed au bout d'un moment. Face aux Lions de Détroit, les Lions qui d'ailleurs vont avoir quelques problèmes, notamment du point de vue défensif, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont blessés, bon, comme dans beaucoup de franchises, me direz-vous, mais chez les Lions aussi, ça commence à chiffrer pas mal. Alors, il vous le montre pas, mais Yaya, il est triste en fait aujourd'hui. Il est même dévasté parce que il faut savoir que Yaya a 3 choses dont il nous parle tout le temps. La première, c'est Daniel Jones. On n'avait pas le choix chez les Giants. Bon, ça maintenant, ça devrait disparaître étant donné que Daniel Jones n'est plus là. On a une deuxième chose de la part de Yaya, c'est Eli Manning est le plus grand quarterback de tous les temps. Bon, ça, on risque encore de l'avoir quelques temps quand il sera élu au Hall of Fame. Mais il y avait une troisième chose. Tu te rappelles, celle de ce qu'il nous rappelait tout le temps, oui, Yaya, hein, alors, votre MVP, Lamar Jackson, sachez qu'il n'y a qu'une seule équipe de NFC qui l'a battu de toute sa carrière. C'est les Giants de Daniel Jones. Et ça, maintenant, il y en a 2. C'est finito, terminé. Fini, plié. Non seulement c'est une deuxième, mais en plus c'est les Eagles. Alors, je vais juste vous expliquer une chose. Maintenant, il va nous dire. C'est volatile sans aucune personnalité. D'accord? Qui étaient les premiers à battre Tom Brady au Super Bowl? 2 fois. C'était nous en premier. On était les premiers, les Giants. Mais qui nous a copié après? Hein? C'était ces fucking Eagles. Voilà. Aucun rapport. Donc maintenant, avec sa mauvaise foi, il va nous dire non mais en fait, il y a que des franchises qui ont un A dans leur nom qui arrivent à battre Lamar Jackson en NFC, tu vois, blablabla. On a à nous, comme Marseille, à jamais les premiers, c'est nous qui les avons battus en premier, machin tout, blablabla. C'est fini. Ta stat, elle ne vaut plus rien. Merci les Eagles, ça ne vaut plus rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. À peu près comme ta franchise. Voilà. Tu vois, il se venge, hein. Il le prend mal. Et t'as vu comment il est chafouin? Ah oui, je vous l'avais dit. Vous y mettez à 2, bande de... Et vous voyez comme vous avez le seum. On n'a pas le seum du tout. Tu sais quoi? Vous êtes des Belges. Vous êtes des Belges tellement vous avez le seum. Vous aimeriez
dans une franchise. Vous aimeriez la plus dans belle une ville franchise du monde. qui est à 2-10. Vous aimeriez, hein, et maintenant, vous Mais n'hésitez pas. déjà, le Ah. jour où tu auras 2 Super Bowls, tu viendras me parler. D'accord, je t'assurerai à Alors, notre les table. chers auditeurs, vous n'avez pas l'image, mais alors là, je vous dis que Yaya, il est en train de faire des bons sur sa chaise. Littéralement, c'est tout un spectacle, quoi. Et attends, il n'a pas vu le match de dimanche où on rappelle que les Giants vont recevoir les Saints de la Nouvelle-Orléans et où après il va vivre un lundi difficile. Mais bon, ça c'est. Ouh, il va y avoir Mais de non, l'ambiance sur mais le non, Discord. mais alors tu sais quoi? Mais on le fait exprès de Le- perdre. On le fait exprès. Oui, Voilà, oui, tiens, oui, la mauvaise voilà. foi. La mauvaise foi incarnée. Je vous l'ai dit. Non mais alors si en plus on gagne là, non mais franchement j'arrête, Bah, j'arrête tout. Je bâche Bah, la moi, je saison. dirais, bah, on a fait exprès de perdre. Voilà. Ça Mais sera- non, toi tu fais pas exprès de perdre. En plus, si on perd contre Tim Boyle, bon, bref, enfin, on n'est pas là pour parler de la preview du match de la semaine prochaine. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir quand j'ai vu que cette stat tombait à l'eau. Je me suis dit, chouette, on va plus l'entendre, celle-là. Ça nous fait du bien. Bon, nul doute, tu vas en retrouver une aussi nulle que celle-ci dans les prochains temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. On passe au reste des matchs. D'autres matchs importants. Notamment, on en a parlé, on l'a esquissé tout à l'heure, les Vikings du Minnesota qui gagnent encore, qui sont à 10 victoires, 2 défaites. Mais alors, Seb, j'ai besoin d'une explication. Comment ils font pour gagner? Mener 19-6. Voilà, j'avais l'œil sur ce match également parce que j'avais quand même un petit intérêt personnel jusqu'à évidemment que se déroule la catastrophe enneigée de Buffalo. Je n'ai pas compris. Rien n'a fonctionné pour Minnesota en première mi-temps. 75 yards de gagnés au total et 5 first down. Ils sont menés 19-6 en troisième quart-temps. Et en fait, ils se réveillent grâce à Darnold et Justin Jefferson, surtout, pour un drive victorieux qui les ramène à 6 points. Et puis Jefferson qui sera à nouveau décisif à 3 minutes 20 de la fin. Il convertit une 4e et 7. Et Aaron Jones qui va se racheter de sa performance en demi-teinte pendant tout le reste du match, notamment un fumble en début de rencontre, en marquant le TD qui permettra aux Vikings de passer devant. Et là, les Vikings, ils peuvent souffler parce qu'avec 276 yards au total et 1 sur 8 sur les conversions de troisième down, c'était quand même loin d'être gagné, cette affaire. Heureusement pour eux, ils ont une défense qui a tenu et qui a plié mais qui n'a pas rompu, en particulier en red zone, où elle a su forcer les pénalités et surtout elle a limité Arizona à un touchdown. Ils réalisent 2 interceptions, dont une qui clôture le match. C'est leur 5e victoire de suite. Mais ouf, que ce fut compliqué. Et paradoxalement, je n'ai pas regardé la statistique, mais Justin Jefferson, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Ça doit faire au moins 3 ou 4 matchs. Ça doit faire 3. Alors, il faudrait vraiment que je re-regarde le. Je vais chercher ça pendant que Yaya va parler, mais je pense que je dirais au moins 3 ou 4 de mémoire. Attends, je vais aller chercher le touchdown log des Vikings. C'est peut-être ça le plus impressionnant, Yaya. C'est vraiment qu'on a une défense. Bon, ça, on le sait depuis le début de l'année, qui tient très bien. Et une attaque qui est capable de gagner, ou en tout cas une équipe qui est capable de gagner sans que Justin Jefferson ne marque. Ça a souvent été le cas où, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans. Oui, moi je les rapproche beaucoup des Vikings il y a 2 ans. Ah bon, mais non, mais ils vont pas perdre au premier tour de. Pas contre Daniel Jones, ça c'est sûr. Voilà. Peut-être à cause de Daniel Jones, ça c'est un autre problème. Ils l'ont pris exprès pour ça, pour essayer de passer un tour de playoff. Mais plaisanterie mise à part, c'est solide, c'est fort défensif et en attaque. Ils ont le playmaker ultime et qui vont chercher pour faire bouger les chaînes à défaut de marquer. Donc c'est quand même une équipe solide. C'est pas Juanita Banana à regarder, mais ça avance quoi. Et on n'est pas Juanita Banana. Oui. D'accord. C'est une référence à un film que tu chercheras, mais bon, il faut avoir un peu de culture. Mais bon, c'est pas fun à regarder, mais écoute, ça gagne. Et puis, ça avance dans la saison. Ils sont à 10-2. Est-ce qu'ils vont, eux, j'ai du mal à les voir chercher le first seed, mais ils vont aller en playoff, c'est sûr, et ils seront peut-être embêtants. Malgré tout, là-bas.
Ouais, c'est le genre d'équipe que t'aimes pas trop jouer. Bon, ils risquent de prendre, si les Lions restent sur leur dynamique, une place en wildcard, peut-être le meilleur spot des wildcards, et jouer potentiellement donc le vainqueur de la NFC Sud ou de la NFC Ouest, mais sans aucun doute plutôt de la NFC Sud. Donc voilà, ça peut nous faire un Falcons Vikings ou quelque chose comme ça. Oui, Falcons Vikings qui d'ailleurs sera à l'affiche de la week 14 avec Kirk Cousins qui retrouve les Vikings. On en reparlera après, mais On en reparlera après, oui, mais les Falcons se sont pas encore qualifiés, loin de là. Mon cher Seb, t'as l'info sur Justin Jefferson. Oui, 6 matchs sans marquer pour Justin Jefferson. La dernière fois, c'était dans le 3e quart-temps contre Détroit. C'était le 20 octobre, je crois. Je confirme, c'était le 20 octobre 2024. Une passe de 25 yards de Sam Darnold. Et depuis, notre ami JJ n'a pas revu l'embut. C'est fou, hein. Oui, ça doit pas arriver souvent dans sa carrière, 6 matchs de suite sans marquer. Non, mais... Je pense que c'est pas... Ouais. Mais après, il a fait ses yards. Et encore que jusqu'au 3e quart-temps, il était encore sur un match qui était pas fou. Hein. On était à une quarantaine de yards grand maxi. C'est vraiment en fin de match où il est clutch quand il le faut, quoi. Oui, mais mine de rien, il a déjà posté ses milliards en 68 réceptions là cette saison. Donc, JJ. C'est un sacré joueur, Jetas. Moi, s'il y a un terme pour cette équipe, c'est quand même le hustle. Hein. C'est une équipe qui lâche rien, qui joue à fond toutes les possessions et qui est dur. Et les Américains, ils disent tough as nail. Tu vois, dur comme des ongles, quoi. C'est-à-dire que il y a rien qui il repousse tout, quoi. Bah, d'accord. As nail en deux mots. Parce que tu me parlais le snail, l'escargot, quoi. Dur comme l'escargot, je voyais pas le rapport. C'est pas très dur, un escargot. Voilà. Ah, méfie-toi. Mais oui, l'escargot n'est pas très dur. Tiens, en parlant d'anglais, ça me fait penser à notre ami Waik, et je vous invite à aller écouter l'interview qu'il a fait de Malik Stanley, le receveur anciennement des Munich Ravens, qui va sûrement bouger en ELF cette année. Waik qui a mis toutes les chances de son côté pour essayer de le faire venir à Paris. Bon, est-ce que ça a marché? Réponse dans l'interview. Vous irez voir sur YouTube l'interview de notre ami Waik, fait en collaboration avec les équipes de TFA en plus. Voilà, donc comme ça, c'est fait, c'est dit. Bon, les Vikings, on les met où du coup à la fin de la saison? Champion de Div, 5, 6, 7e spot de wildcard, hors des playoffs? C'est vrai que la physionomie de la NFC est telle, c'est compliqué de se dire qu'une équipe comme Minnesota va peut-être passer, quoique. Ils vont y être. Non, avec 10 victoires, normalement, tu as au moins la wildcard. Ils vont y être. Ils vont y être, mais c'est le spot. Ça va dépendre de Green Bay, en fait. Parce que je les vois pas aller chercher le first seed. Ça m'étonnerait qu'ils aient le first seed. Alors, après, on connaît mes talents de pronostiqueur. Hein. À peu près ceux d'Oaik, ouais. Ouais, tout à fait. Ou les tiens, d'ailleurs. Ils jouent encore les Packers, ils jouent les Lions. Ils risquent de... Ça va dépendre de ces 2 matchs, et c'est les 2 derniers matchs. Donc, ça va jouer vraiment dans... Ils ont le tiebreaker sur Détroit, il me semble. Non, parce qu'ils ont perdu. Non, ils avaient perdu contre... Ils ont perdu contre Détroit, et... Oui, exact. Et après, ils ont perdu dans la foulée le match d'après, comme à chaque fois, une équipe qui perd contre Détroit perd le match suivant. Exact. Autant pour moi. Ça va être compliqué parce que, en fait, ça va dépendre. En fait, s'ils battent Green Bay, s'ils perdent pas de match, ils vont jouer contre Green Bay leur place de wildcard, et après, ils vont jouer le first seed contre Détroit. Donc en fait, ça va être des mini playoffs pour le first seed dès la week 17. Ouais, enfin là pour ton scénario, ça veut dire que Détroit perd un match aussi. Mais contre eux. Ben oui, mais c'est contre eux en fait le match qui peuvent perdre.
Donc, Ouais, tu vois, c'est ça. Et après, ceux qui peuvent tirer les larrons du feu, c'est Tirer les larrons ou les marrons? les marrons du feu, pardon. Les larrons, oui. Les larrons, c'est toi, le larron. Tirer les lardons. Oui. Oui, je vois, oui. C'est compliqué niveau expression ce soir. Oui. C'est corsé. C'est original, au moins. On a dur comme un escargot, tirer les larrons du feu. Tough as nail. C'est l'expression anglaise. Excusez-moi, monsieur, d'avoir un peu de vocabulaire anglais. De parler la langue de Shakespeare couramment. Oui. J'inspire Shakespeare. Voilà. Mon cher Seb, c'est l'heure de parler des Dallas Cowboys. Je sais que tu as un amour particulier pour tes amis de Dallas. Son univers impitoyable. Surtout. Les Cowboys de Dallas qui sortent, qui ont fait une performance incroyable pendant Thanksgiving. Le saviez-vous? C'est la deuxième fois de la saison qu'ils enchaînent 2 victoires. Une victoire 27-20 face aux terribles Giants de New York qui pourtant opposent une résistance toute particulière à tous leurs adversaires cette saison. Ces Cowboys de Dallas donc qui vont affronter sur les 2 prochaines semaines les Bengals et les Panthers. Est-ce que, mon cher Seb, la saison est finie pour les Cowboys ou est-ce qu'il y a encore moyen d'y croire? You mean there's a chance? Moi, la marche me paraît haute. Hein. Faut aller chercher Washington qui a 3 victoires de plus, mais un match joué en plus. Mais voilà, et quand même 3 victoires de donc plus. Donc 2 victoires et demie. Philadelphie, n'en parlons pas avec 5 victoires d'avance. Victoire 5 matchs, c'est fichu. Moi, ça me paraît quand même très, très, très compliqué. Moi, je pense qu'ils peuvent se projeter sur un bilan à peu près équilibré, les Cowboys. Parce qu'en plus, pour l'instant, ils ont l'avantage du tiebreaker sur Washington. Ils ont battu Washington. Absolument. Donc, pour l'instant, ils l'ont et ils doivent les rejouer en dernière journée. Donc, potentiellement, un bilan équivalent à celui de Washington peut suffire. Ça peut suffire. Mais l'équipe a connu tellement d'errements au cours de cette saison. Il faut rappeler quand même que cette victoire contre New York, c'est leur première à domicile de la saison. Il n'y avait pas de soleil. C'est quand même un petit peu compliqué. Ils ont Cincinnati qui arrive, ils ont Tampa Bay, ils ont Philadelphie. Ouais, Philadelphie. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une marge d'erreur qui est quand même très très réduite. Hein, s'ils voulaient espérer se faufiler dans cette playoff picture. Ou cette entrecôte. Voilà. Oui, si vous voulez s'entrecôter dans cette playoff pitcher, c'est n'importe quoi les expressions vraiment ce soir. Et ils ne peuvent pas se permettre. Enfin, et pourtant t'as pas les Bernais. Mais bon. C'est pas une équipe qui peut se permettre de manœuvrer avec une marge de manœuvre aussi étroite. Carolina, ça peut peut-être se faire. Cincinnati, même si les Bengals ils sont pas dans une bonne passe, je mettrai pas forcément un billet dessus. Tampa, ça peut peut-être se faire. Et Philadelphie et Washington, dans les 2 cas, ça me paraît compliqué, quoi. Et surtout, même s'ils arrivaient, même remarque pour les 49ers, en fait, s'ils arrivaient à s'intercaler quelque part dans les playoffs, dans quel état ils arriveraient dans les wildcards? De toute façon, ça peut jouer entre 49ers et Cowboys. Ça peut se jouer entre les. Pareil pour les deux, c'est vraiment it's a long shot, comme disent nos amis d'outre-Atlantique. Moi, la marche me paraît très très haute et si j'étais fan des Cowboys, j'éviterais de nourrir des espoirs démesurés de ce côté-là. C'est notre année, peut-être. Pourtant, c'est toi qui l'as dit, Flav. Je n'ai absolument rien dit à ce sujet. Mon cher Yaya, toi qui as suivi le match avec Arthur, avec Vince, avec Kachou, qu'on remercie une nouvelle fois d'être passé avec nous jeudi avec Waik. Est-ce que la performance des Cowboys t'a rassuré ou est-ce que tu trouves ça toujours aussi inquiétant? Est-ce que c'était finalement que les Giants en face? Ce n'était que les Giants en face. Avec Drew Luck qui a fait ce qu'il pouvait faire. Il gagne surtout parce qu'il y a eu un pick six lamentable. Très beau ce pick six. Je vois pas ce que tu trouves. Moi je le trouvais magnifique. Mais bon. Oui. Bah, surtout, c'est Drew Luck, quoi. Bref, on sait pourquoi il n'était pas à la place de Tommy DeVito la semaine d'avant. Mais bref, je pense que c'est le pire qui peut leur arriver de gagner des matchs, quoi. Mais c'est terrible à dire,
Mais t'arrives là, bah ok. Qui, aux Cowboys ou aux Giants? Oh non, mais les Giants, on gagne plus de matchs. Les Cowboys, d'accord. Les Cowboys, le pire qui peut leur arriver, c'est de gagner des matchs. Donc tu ne crois pas du tout à leur qualification. Ben, ils vont même s'ils gagnent 2 matchs, ce sera même pas suffisant. Ah bah non, ça c'est sûr qu'il faut en gagner quasi 5. Hein, ça, c'est... Et plus tu vas gagner des matchs, plus tu vas t'éloigner d'un pic haut. Donc j'ai envie de te dire, surtout que vu que contractuellement ils vont être bloqués à la free agency en termes de salary cap parce qu'ils ont bloqué Dak Prescott et Sidi Lagno, t'es obligé de passer par la draft. T'as toute une ligne à reconstruire, t'as des joueurs en défense à aller chercher, t'as des trous partout en défense, t'as pas de running back, bah t'es un peu bloqué quoi. Donc t'as besoin de quoi? T'as besoin de drafter, et bien. Et plus tu gagnes des matchs, plus tu t'éloignes d'une position favorable. Ouais. Donc en gros, il faut choisir entre tenter un improbable run pour aller chercher les playoffs ou tenter ou tanker, j'ai envie de dire. Mais après, c'est pourquoi faire pour aller en playoff? C'est beau, hein. C'est beau cette formule-là. Ouais. Ouais. Oh si. Tu sais quoi? Je vais l'écrire au-dessus de mon lit et je vais m'endormir avec. Ah bah non, parce que toi, c'est bon, vous avez tout réfléchi dans votre franchise, visiblement. Il n'y a pas besoin de tenter quoi que ce soit. C'est plutôt le tank qui est de sortie, si tant est que le tanking existe. Mais ça, ce sera un autre débat pour un autre jour, comme dirait notre copain Wake. Et chaque cochon a son samedi. Et c'était pas le samedi de Kirk Cousins ce dimanche, ça c'est sûr. Les Falcons d'Atlanta qui ont refait une Falcons. Ils étaient tranquillement installés en tête de la NFC Sud il y a encore de ça un petit mois. 6 victoires, 3 défaites et voilà que se profilaient des matchs contre les Saints, contre les Broncos et contre les Chargers. Mais patatras, tout s'est enrayé et 3 défaites plus tard, les revoilà à 6-6, toujours en tête de la division, mais menacés très fortement par les Tampa Bay Buccaneers qui sont revenus eux aussi à 6-6 au prix d'une victoire à l'arraché contre les Panthers de Carolina après prolongation et après avoir égalisé à la dernière seconde de jeu. Bref, mon cher Yaya, oui. Ils jouent à quoi les Falcons? Aux Falcons? Ils jouent à se faire peur? Mais non, c'est les Falcons. On sait comment, on sait que c'est. Ça, c'est votre réponse tout le temps. Les Raiders, ils ont fait des Raiders. Les Jets, ils ont fait des Jets. Et les Falcons, ils font du Falcons. Mais imagine le gars qui arrive. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent qui connaissent pas la NFL. C'est quoi faire une Falcons? Explique-nous. Faire une Falcons, c'est de donner de l'espoir à ses fans et patatras, se vautrer lamentablement. Et voilà. Et il y en a qui aiment ça. On sait le Jordan. Mais les pauvres. Enfin, au bout d'un moment, tu as de la compassion pour cette franchise, quoi. Ou non. Ou alors, attends, faire une Falcons, c'est de prendre un touchdown à la dernière seconde du dernier match pour se faire humilier par Jameis Winston, quoi. Mais non, mais c'est Jamal Williams qui avait marqué. Ouais, oui. Mais c'est alors que le Dennis Allen avait demandé de mettre le genou au sol. Enfin, oui, bref. Mais Jameis, il fait sa vie, lui. Il n'a pas besoin qu'on lui donne d'ordre. Mais à côté de ça, en fait, les Falcons, c'est le manque de maîtrise dans la franchise. C'est un manque de maîtrise, j'ai envie de dire, situationnel et systémique. C'est-à-dire que au moment, c'est au moment de passer le step, il manque quelque chose. Ou alors, ils surdominent la division et ils ont l'équipe qui arrive en fin de processus, donc qui pousse, qui a le talent nécessaire pour tout dominer. Et encore, ils arriveront toujours à trouver un moyen de perdre. Ou alors, si c'est limite, la pièce, elle tombe toujours du mauvais côté. Donc, c'est ça, en fait, leur problème. T'imagines, ils ont un Bijan Robinson qui a plus de 100 yards, un touchdown. Et à côté de ça, tu as Kirk Cousins qui balance 4 interceptions. Et no offense à Kirk Cousins, des mauvais matchs, ça arrive à tout le monde. Oui, Jared Goff a lancé 5 interceptions il y a 2 ou 3 semaines, mais eux, ils ont gagné, les Lions, c'est la différence. Mais ça peut arriver, tu as raison. Mais parce que eux, ils ont mis un processus qui fait en sorte qu'ils sont dans une confiance, une dynamique, et
tu sais, quand tu es fragile, tu es fragile. Donc, ça veut dire qu'à la moindre contrariété, tu te prends toutes les portes dans la gueule, quoi. Et là, c'est le cas. Désolé si je te pique tes stats, hein, mon Seb, mais c'est quand même 24 premières tentatives à 10 pour les Falcons ce dimanche. 350 yards à 187. On peut continuer comme ça. Hein, 35 minutes de temps de possession contre même pas 25 pour les Falcons. Et surtout, un seul touchdown marqué sur les 4 visites en red zone pour Atlanta, avec, Yaya l'a dit, 4 interceptions de la part de Kirk Cousins. Clairement, une nouvelle fois, c'est la défense des Chargers qui a fait mal aux Falcons d'Atlanta. Les Falcons ont un côté schizophrène cette saison. Il y a 2 semaines, on s'inquiétait pour leur défense, qui s'était fait décapsulé par Denver. Si ma mémoire est bonne, ils avaient encaissé 38 points, c'est ça? Pardon. Et cette semaine, c'est Kirk Cousins qui balance 4 interceptions. C'est son plus gros total en carrière, dont un pick six et une autre qui tue un drive potentiellement victorieux en 4e quart-temps. Et surtout, Cousins qui n'a pas lancé un touchdown depuis la week 9. Ça commence à faire long. Et d'un autre côté, en point positif quand même pour ce match, c'est le pass rush qui se réveille alors qu'il était jusque-là le plus mauvais de la ligue, avec 5 sacs commis. Donc on a l'impression que quand les choses vont mal d'un côté, ça va mieux de l'autre, et inversement. Il y a déjà des fans sur les réseaux qui appellent quasiment à la pendaison de Kirk Cousins et à son remplacement par Michael Penix Jr. Donc ça veut dire que les fans appuient déjà sur le bouton panique avec une fiche à 6-6. On va voir surtout comment le front office va réussir à tenir le cap dans cette tourmente, parce que là, la situation, effectivement, est beaucoup moins sereine qu'elle ne pouvait l'être il y a 3 semaines de cela. Ouais. Il y a juste un truc que je peux dire pour défendre un peu Kirk Cousins, comme dirait un certain philosophe, il est gentil. Oui, mais non mais en fait, Yaya, il a un problème, c'est qu'il comprend pas ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que moi, je sais pas, je te parle pas du joueur Kirk Cousins, je te parle de l'homme. Tu sais faire la différence entre le joueur et l'homme. L'homme, humainement, ça a l'air d'être quelqu'un qui est sympathique. Ça n'empêche pas qu'il soit pas toujours bon sur le terrain. J'ai pas dit que c'était le meilleur quarterback de tous les temps. Je suis pas de mauvaise foi. Tu vois, c'est pas Eli Manning non plus. Bon, je te dis juste qu'humainement, ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Mais comme Kevin O'Connell m'apparaît comme un homme qui a l'air compétent et sympathique. Peut-être que c'est pas le cas. Je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée que je m'en fais. J'ai le droit quand même, non? Bon sang de bois. Bon, non mais... Non, d'une pipe en bois. Après, moi, personnellement, fan des Saints, que Kirk Cousins balance 4 galettes par match, j'ai envie de te dire, je m'en tamponne le coquillard, tu vois. À la rigueur, ça m'arrange. Mais c'est voilà. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Voilà, je lui souhaite de réussir. Chez les Falcons ou ailleurs. Chez les Falcons ou ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Les Buccaneers, du coup, qui reviennent, eux, dans la course au titre, comme tous les ans, comme tous les ans, hein, j'ai envie de dire. Ils ont toujours sous-évalué, sous les radars, et puis ils finissent par être champions. C'est le cas depuis 3 ans déjà. C'est le retour de Mike Evans. Là, ils s'en sortent encore une fois par la petite fenêtre. Moi, il y a une équipe pour qui j'ai mal au cœur, c'est quand même les Panthers. Hein. Je veux pas dire, hein, mais entre le match de la semaine dernière perdu à l'arraché contre les Chiefs et celui-là perdu en prolongation, alors qu'ils menaient encore à 30 secondes de la fin, c'est dur quand même pour les Panthers. Et un touchdown limite qui a été refusé à Adam Thielen. Ouais, tout à fait. C'est quand même dur hein, pour les Panthers. Ils méritent mieux dans cette saison. Oui. Moi, je pense qu'il y a un joueur sur qui faut redonner du crédit. On en a parlé, je ne sais plus quand. C'est la semaine dernière, je crois. C'est Bryce Young. Il est passé sur le banc. Il a été ostracisé. Tout le monde l'avait enterré. Et il revient suite à l'accident de voiture d'Andy Dalton. Hein, mais il revient et il performe. Moi, je trouve que c'est un modèle du genre, le mec qui n'a pas lâché, qui a cru en lui. Et
il va peut-être pas être le quarterback ultime. C'est peut-être pas le quarterback générationnel, mais il peut leur rendre service, quoi. Et ouais, tout à fait. Et là, il fait presque 300 yards, un touchdown. Enfin, voilà, c'est. Après, on peut saluer aussi la gestion des Carolina Panthers du dossier, parce que il y a eu cette mise en retrait qui n'était pas, et ça, Dave Canales l'a toujours expliqué, une punition envers Bryce Young, mais vraiment une volonté de le mettre derrière Andy Dalton pour qu'il continue à apprendre et qu'on lui enlève un peu toute la pression qu'il a sur les épaules depuis sa sélection en 2023 comme premier choix de draft. Et on a aussi l'histoire du non-trade, parce qu'il était dans toutes les discussions pendant la trade deadline. Ouais, on le mettait partout, et les Panthers se sont dit non, nous on le tradera pas parce qu'on a confiance en lui, et on va le garder parce qu'on sait qu'il peut progresser et nous apporter. Et c'est un choix qu'aujourd'hui, il faut quand même saluer, parce que certes, il y a des défaites, mais dans le contenu, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'il faisait en début de saison. Oui, bon, Yaya. Moi, il y a un truc, il va falloir vraiment que ça cesse. C'est-à-dire que même si tu draftes des quarterbacks très très hauts, c'est-à-dire dans les 10 premiers choix, faut arrêter de les envoyer au feu, quoi. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont en train de tout griller? Ils sont en train de griller des projets, quoi. Tu draftes un premier choix et le mec. Ça fait des années. Mais ça fait des années, c'est pas une nouveauté. Ça te saute peut-être aux yeux maintenant, mais il y en a eu combien? Il y en a eu combien qui ont été sacrifiés? Mariota, Winston. Mariota, Winston, tu peux remonter David Carr, le frère de Derek, lui qui a essuyé les plâtres pour Houston et qui a passé plusieurs années à se faire marcher dessus par les défenseurs adverses. Enfin, oui, mais malheureusement, c'est pas les premiers ni les derniers. Hein. Oui, mais je pense qu'à un moment, il va falloir comprendre, parce que c'est des gamins qui ne sont pas prêts. Non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu changeras pas la nature de la bête. Et la nature de la bête, c'est de broyer de la chair fraîche. Hein. Ouais, mais après, si tu crois vraiment, peut-être attendre 1 an ou 2 avant de les lancer, un peu. Mais regarde ce qu'on fait Green Bay avec. Oui, mais attends, mais Green Bay, c'est un environnement qui est sain. Quand tu tombes, en général, un QB first pick ou first round, il va quand même pas tomber dans une franchise super reluisante. Et ils veulent, une fois de plus, on est dans le monde du sport pro, le retour sur investissement, c'est tout de suite. Donc, bien sûr qu'ils vont continuer à lancer des gamins qui ne sont pas prêts dans l'arène. Et tant pis si ça marche pas. Non seulement le joueur en fera les frais, ça va considérablement ralentir, voire briser sa carrière, mais en plus, tu as certainement un coach qui va y perdre son job au bout d'une saison et demie ou 2. Donc, mais la machine tourne comme ça, quoi. Moi, j'ai très très peu d'espoir de voir ce mode de fonctionnement changer. Ah non, mais je suis d'accord. Mais au bout d'un... Enfin, j'ai le droit de... Enfin, moi, ce que je pense que c'est... Non, t'as pas le droit, monsieur. Non, t'as pas le droit. Tu peux le déplorer, ça ne changera pas. Camarades, travailleurs, travailleuses. Oui, on les exploite, on les spolie, oui, on sait. On les exploite, on les spolie. Voilà. On vous ment, on vous spolie. Tout à fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était une imitation de Georges Pompidou. Alors, blague mise à part, on va parler juste après des Steelers de Pittsburgh, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur c'était pas prévu, oui, mais on a des questions de nos auditeurs, donc on va quand même en parler. Mais juste avant ça, j'aimerais avoir votre MVP de cette 13e semaine de compétition. Yaya? Russell Wilson. Voilà, comme ça on va pouvoir en parler. Alors, Seb? Écoute, j'ai hésité avec Josh Allen, mais Russell Wilson était également sur mes tablettes, 414 yards. Je crois que c'est une des très rares performances à 400 yards de la saison pour C'est la première, je crois que c'était la première. Il y a Cousins sur un des matchs contre. Ah oui, Cousins, il a fait 509 déjà. Voilà. Donc c'est parce que il n'a pas fait 400, il a fait plus. C'était le jour de l'introduction de Matt Ryan dans le Ring of Honor des Falcons. des 509 ou 512, je ne sais plus, mais record de franchise. Mais il est gentil, voilà. Mais il est gentil. Il ruine les autres, mais il est gentil. C'est un gentil garçon. Bref, il comprend pas. Il sait pas ce que c'est la gentillesse, donc bon, c'est pas grave.
Russell Wilson, donc qui fait une grosse performance. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours l'éternel débat avec les Bengals. Est-ce que c'est le quarterback qui fait une énorme perf ou la défense qui se trouve encore lamentablement? Un peu des deux, on va dire. Parce qu'on a quand même encore 40 points encaissés par les Bengals contre une attaque de Pittsburgh qui n'est pas réputée pour être la plus efficace de toute la NFL, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le sens de l'hospitalité, ça, monsieur. Toi, tu sais. Ouais. Enfin, c'est quand même une équipe. J'ai vu la stat passer dans la journée. Les Bengals ont perdu 4 matchs en ayant marqué 33 points ou plus, alors que dans toute la NFL, il y en a il y a qu'une seule autre équipe qui a perdu un match en mettant 33 points ou plus. Tu vois, il y a eu 5 matchs perdus avec au moins 33 points marqués, enfin concédés du coup, et 4 c'est les Bengals. Hein. c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, cette faillite de Cincinnati. Alors on a une question alors je sais plus qui c'est qui nous pose la question, mais peu importe. On a une question c'est Joda et qui nous dit: les Steelers peuvent-ils aller au bout avec une attaque aussi performante? Et des smileys qui rigolent, dont je sens une pointe d'ironie dans son message. Mais est-ce que, en étant très sérieux, est-ce que sans aller jusqu'à 400 yards, si l'attaque de Pittsburgh performe de temps en temps comme ça, est-ce que ça ne devient pas une équipe qui est quand même extrêmement dangereuse pour les playoffs? Alors moi, je veux bien qu'on soit ironique sur l'attaque de Pittsburgh. Vous savez combien ils sont classés en scoring? Bah avec les 40 points d'hier, ça a dû remonter déjà. Bah ils sont 10e. Ouais, il devait être 15, il devait être au milieu du classement à peu près. Voilà, donc je veux bien qu'on ironise là-dessus, mais on ironise sur une attaque qui est top 10 en attendant. Les chiffres sont là. Et une défense qui est 6e également en scoring. Mais en tout cas, ça se dessine bien pour Pittsburgh. Et déjà une saison positive de plus. Bah oui. Voilà, déjà la une 18e. saison positive de plus pour Mike Tomlin, 18e en effet. Décidément, cet homme est inusable. Et puis, en termes de classement, ça se déroule plutôt quand même pas mal. Ils ont maintenant une victoire d'avance sur Baltimore. Et le tiebreaker. Enfin, ils ont leur destin entre les mains. S'ils font pas de bêtises. Il faut les gagner à Pittsburgh, hein. Oui. Et puis on avait dit quand on en avait parlé il y a 2-3 semaines, on avait dit que c'est ce petit triptyque là contre leur division, parce que dans toute la première moitié, ils n'avaient pas joué contre leur division. Le petit triptyque Ravens, Bengals, Browns allait décider de la suite de saison des Steelers. Le bilan, il est simple, 2 victoires, 1 défaite, et 2 victoires contre les Ravens et les Bengals. Ouais. Bon, ça pose quand même un candidat. Hein. Et sur le triptyque, il y en a quand même 2 là qui reviennent, qui vont rentrer en scène. Cleveland dès la semaine prochaine et Baltimore à nouveau, à Baltimore cette fois, dans 2 semaines. Il y a Philadelphie qui va s'intercaler là-dedans et on finit avec Kansas City et à nouveau Cincinnati. La fin de saison est quand même musclée, mais il y a du boulot. Ouais. Moi, je pense qu'il y a la place. Mais il y a du boulot, mais dans un autre sens, c'est pas facile pour les adversaires non plus. Je veux dire, Kansas City, ils doivent pas se dire chouette, on va jouer chez les Steelers, tu vois. Ou ils les reçoivent, enfin peu importe. Mais chouette, on va jouer Pittsburgh, je pense que. Ce qui est favorable, c'est qu'on sent pas Baltimore capable d'aller chercher la division. Bah, Baltimore, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu les vois revenir sur le devant de la scène, ils tombent. Donc un petit peu comme le bébé qui se met sur ses 2 jambes et qui retombe sur sa couche à chaque fois. La défaite face aux Raiders en deuxième journée va coûter cher. Ouais. Vous savez qu'actuellement, enfin, si les Broncos gagnent dans la nuit de lundi à mardi, les Ravens seront seed numéro 7 de l'AFC et seront donc potentiellement en match pour être dans un match. Alors ce serait contre Buffalo. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être cool. Baltimore, ils sont en plein doute de toute façon en ce moment. La défaite ce dimanche contre Philadelphie, les problèmes de précision de Justin Tucker, il coûte quand même 7 points au club sur le match de dimanche. Et 19, je vous laisse faire les maths. Ils ont perdu 24-19. 19 plus 7, ça fait 26. 26, c'est plus que 19
aux surprises. Donc, la défaite, elle est là. Et tu as une équipe qui, une fois de plus, face à Philadelphie, commet peu de pénalités, domine le temps de possession, gagne 120 yards de plus, et pourtant, eh ben, ils perdent. Et ça, c'est vraiment une équipe qui est en plein questionnement. J'ai une question pour toi, Seb, de Musashi, qui nous demande est-ce que les Bengals ont lancé leur draft? C'est une nouveauté. Écoute, peut-être, en tout cas, ça se dirige pas mal pour eux. Non, ils vont. Bon, alors malheureusement, je pense qu'ils vont être loin du first pick. Même ça, ils vont pas être capables de le réussir. Mais les Browns sont devant déjà dans la. Les Browns sont déjà devant. Hein. Donc, qui sait, ça peut trade up. Hein, ça peut trade up. Ils peuvent être top 10 de la draft quand même, les Bengals. Non, mais c'est quand même à gâcher du talent. Quand tu vois le talent offensif de cette équipe, c'est quand même dramatique. Quoi. C'est quand même un scandale. C'est le scandale de cette année. Perdre des matchs en marquant 30 points, quoi. Joe Burrow, c'est le Dan Marino des années 2020. C'est tout à fait. C'est le Dan Marino des années 2020. C'est-à-dire que il va casser tous les records, mais dans le vent. Voilà, malheureusement. Enfin, je ne le souhaite pas, mais. Et en sophomore, ils sont allés au Super Bowl. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que les Bengals risquent d'avoir des trophées pendant les récompenses de fin de saison, notamment pour le Comeback Player of the Year, qui devrait, selon toute vraisemblance, revenir à Joe Burrow. C'est quand même marrant de se dire que bon, c'est une saison très difficile pour Cincinnati. Mais encore une fois, si là, ça sera vraiment, c'est une médaille en chocolat, quoi. Ah oui, ton club est censé être un contender. Est annoncé comme au moins un outsider en début de saison, tu te retrouves avec l'award de Comeback Player of the Year. Limite, c'est vexant, quoi. c'est presque vexant. Et attends, il y a une chose, c'est que si ça performe pas, Higgins, à la fin de la saison... Ah, mais il sera parti. Il sera parti, Higgins. Lui, il va partir parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Et Ja'Marr Chase... c'est pas sûr qu'il va y rester, même s'il y a son pote Joe Burrow qui est là, quoi. Ça va être un point de discussion à l'intersaison. Parce que ils ont, vu qu'ils n'ont pas voulu le signer en avance, il va peut-être dire ok les gars, on est nuls et en plus vous voulez pas me signer, ok, ben I'm out. Il a une année. T'es bilingue aujourd'hui, toi. Ah, complètement, hein. C'est très impressionnant. C'est fou, c'est dingue de voir un tel niveau d'anglais. Mais j'en suis ébobi. J'ai pas d'autres mots. Non, mais on parle plus de Dallas. Voilà, c'est bien. Donc, question suivante pour Monsieur Martin qui nous vient de Poitiers. Question suivante, c'est Philippe Bouvard quand il dit ça. C'est ça. Ouais, il a la taille aussi. Question de Monsieur Martin de Poitiers. Ah non, normalement c'est Monsieur Martel à Poitiers. Oh bien. Oui, voilà, c'est bien. Continuons. Quel est le prochain coach à être licencié s'il y en a un dans cette fin de saison? Vous mettez qui? Doug Peterson? Doug Peterson. Je vote pour. Je vous préviens, je vous le dis tout de suite, normalement sur Doug Peterson, on est imbattable sur le temps de réaction de l'article puisqu'il est prêt depuis maintenant 2 semaines. Je vous jure que c'est vrai, il est dans les brouillons depuis la défaite avant la bye week. Donc, ça fait maintenant 2 semaines que l'article est prêt. S'il te plaît, Dougie, c'est le moment de te faire licencier parce que bon, je ne suis pas préparé pour rien. Tu vois. Après, ça peut être Kevin Stefanski, ça peut être Zach Taylor, certains le mettent en danger. Stefanski, non. Stefanski, j'y crois pas. Ça aurait été fait avant. Même Dougie, ça aurait été fait avant. Zach Taylor, j'y crois pas non plus, qu'il a 2 ans de contrat. Et, alors, Dabble, j'y crois un petit peu plus. Antonio Pierce. Ouais, Pierce. En interrogation. Là aussi, ce serait très Raiders de signer, de virer le nouveau head coach dès la première saison.
Après en bout de 13 ou 14, tu vois le truc qui Voilà. sert plus à rien. Et sachant qu'ils payent encore Gruden et McDaniels, hein, C'est pas faux. C'est pas faux. ils payent plus en coach qu'en joueur, quoi. Avant il la paye dernière plus en coach question. licencié qu'en joueur. Avant la dernière question, parce que je sais qu'elle va faire réagir et qu'on va avoir une petite discussion sur celle-ci, juste le résumé que vous conseilleriez de regarder s'il y a un seul match que vous voulez qu'on revoie. Steelers Bengals. Steelers Bengals. Oui. Si on aime le jeu offensif, oui. Buffalo San Francisco sous la neige. Buffalo San Francisco pour voir à quoi ressemble Une attaque. du foot, déjà un massacre déjà évidemment, et puis du foot sur patin à glace aussi, c'est assez intéressant. C'est Holiday on Ice. Ouais, il y a un côté Holiday on Ice, surtout en début de match, qui est fou, quoi. Il y a Vince qui te demande si la victoire des Vikings c'est le premier effet Daniel Jones hier. Non, on n'aura pas de réaction là-dessus. Alors, il commence à faire le mariole parce que ces Broncos ont gagné 2 matchs. Ils ont gagné 3 matchs dans la saison, ça l'est. Alors, voilà. Question là pour le coup très sérieuse de Musashi parce que c'est l'une des actions de cette Week 13. Quelle est la suspension encourue par Aziz Al-Shahir après son attentat sur Trevor Lawrence? Est-ce que pour vous, il va être suspendu et si oui, combien de temps? Alors, s'il avait été dans une franchise de Louisiane, il aurait eu une prime. Non, arrête, ça fait 15 ans que c'est fini. Lui, il en est encore au ballon dégonflé et au bounty gate, quoi. Non, mais ça c'est le problème. Tu vois, c'est les vieux, les quadras qui font leur midlife crisis, là, leur crise de milieu de vie. Ils restent accrochés au passé. Il est bloqué en 2005, le mec, quoi. Non, mais alors, voilà, Katrina, c'est passé, hein, c'est fini, hein, aussi. Hein. Et les ballons dégonflés, Eli Manning, tout ça. Enfin, je suis désolé, il y a des signes. Hein. Mais écoutez, j'incite nos auditeurs à aller chercher ce qu'était le bout de Ils peuvent aller, mais je l'ai pas caché puisque je viens de donner le nom du truc. Ils peuvent aller regarder, c'est pas un problème. Sauf que ça existait 1 an. Bon, voilà, très bien. Il me semble que tout le monde a été sanctionné, tout le monde a payé sa dette envers la NFL. C'est bon, on a payé. On peut repasser à autre chose maintenant. Bon, très bien. Revenons au sujet. Aziz Al-Shahir, qui est déjà un assez gros sujet. Alors pour ceux qui ont pas vu l'action, Trevor Lawrence va pour slider, enfin il slide hein, même carrément, et Aziz Al-Shahir au moins 1 seconde ou 1 seconde et demie après le slide de Trevor Lawrence percute la tête de Trevor Lawrence qui immédiatement a des signes visibles de commotion cérébrale, hein, les bras en croix, ça avait pas l'air d'aller fort. Je pense qu'il savait plus trop comment il s'appelait notre pauvre Trevor. Alors ce qui est assez entre guillemets drôle, même si il n'y a rien de drôle dans une commotion cérébrale, ce qui est assez comment dirons-nous cocasse, c'est que tout le monde se précipite sur Aziz Al-Shahir et ça finit en mêlée générale. Le pauvre Trevor Lawrence c'est tout seul par terre pendant ce temps-là. Il y a personne qui s'en occupe. Il y a vaguement un de ses coéquipiers qui se penche comme ça pour lui taper sur le ventre, leur dire ça va aller, viens, je vais me bastonner avec les autres. Tiens. Ça va aller pépère, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Non, ce qui aurait été vraiment drôle, c'est que la bagarre finisse sur lui. Le il y a même un joueur qui, sans faire exprès, un joueur de son équipe qui, en reculant dans la bagarre, lui met un coup dans le casque avec son pied. Moi, ça m'étonne pas. Ton quarterback se fait assassiner comme ça, mais tout de suite, tu vas péter la gueule. Je suis désolé pour le fair play, l'esprit sportif, etc. Parce que c'était un attentat. C'est un attentat. Moi, et très honnêtement, j'avais pas vu un truc pareil depuis un bail en NFL. Alors, là, c'était un assassinat. C'est ce qu'a dit Heinz Allen, donc le joueur des Jaguars, qui a dit c'est un jeu qui peut-être il y a 10 ans ou 15 ans aurait été entre guillemets valorisé. On aurait dit c'est un gros hit, machin tout, c'est ça le vrai football. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, on peut plus voir ça sur un terrain. C'est avec tous les dangers de commotion qu'on connaît, on ne peut plus faire ça. Demeco Ryan n'a pas excusé son joueur. Il a dit que Aziz Al-Shahir était un joueur intelligent, mais que c'était pas de cette manière-là qu'il voulait que les matchs se déroulent, que c'était un jeu malheureux. Il a employé le terme de jeu malheureux. Voilà. Il a à demi-mot quand même essayé de défendre tout en sachant que c'était indéfendable de toute façon. Trevor Lawrence va bien.
C'est quand même l'essentiel. Trevor Lawrence a publié un message en disant que tout allait bien et que il était chez lui, qu'il récupérait. C'est même pas sûr. Il se discute actuellement de savoir s'il va rejouer cette saison 2024 parce que de toute façon les Jaguars n'ont aucun intérêt à prendre des risques. C'est quand même sa 3e commotion cérébrale déjà, Trevor Lawrence, depuis qu'il est en college football. Il en avait une dans ses années universitaires, plus une déjà en 2023. Donc c'est la 2e en 2 ans. Et celle-là, elle est particulièrement violente. C'est le genre d'image qu'on n'aime pas voir quand l'ex-femme de Tom Brady, Gisele Bündchen, disait, et ça avait fait grincer des dents, disait que c'était très très régulier que Tom Brady revenait avec des commotions qui n'étaient pas diagnostiquées à l'époque. Ah oui, en plus c'est tout ce qui n'est pas diagnostiqué, oui, ouais. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas. Notre ami Aziz, qui est pas du tout notre ami d'ailleurs, c'est quand même exprimé dans un post sur les réseaux sociaux. Il a déclaré, je le cite, et vous retrouverez l'article avec sa déclaration complète sur The Free Agent. Il a déclaré: je n'ai pas vu que Trevor Lawrence avait slidé. Oui, je sais, cette phrase a beaucoup fait réagir. Je ne l'ai pas vu slider, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Donc, il s'est excusé auprès de Trevor Lawrence. Il a dit également aux coéquipiers des Jaguars de Trevor Lawrence qu'il comprenait très bien leur réaction vis-à-vis de la protection de leur quarterback. Et après, il a fini avec une phrase sur les journalistes en disant que ceux qui lui cherchaient des problèmes, de toute façon, il en avait rien à secouer, qu'il était comme il était, et puis c'était tout. Bon, bref, ça c'est... Voilà. Alors, il faut quand même préciser, parce que c'est important dans l'aspect sanction que peut prendre la NFL, qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Notre ami Aziz Al-Shaair, il a joué notamment aux 49ers de San Francisco, où il y avait une scène qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'était contre Tom Brady, justement, où il avait, pendant un match, où il avait saisi Tom Brady sous le casque et où il l'avait quasiment étranglé pendant quelques secondes avant de le mettre au sol. Tom Brady avait dit que c'était un homme particulièrement dangereux à ce moment-là. Et cette saison, Aziz Al-Shaair, en week 2, a mis un coup de poing à Roschon Johnson, le joueur des Bears de Chicago, et en week 6 ou 7 contre les Titans du Tennessee, quand Mason Rudolph, à l'époque, je crois c'était Mason Rudolph ou Levis, je sais plus, était sorti du terrain sur une course, il était même en dehors de la zone blanche, qui sépare la grosse ligne de touche. Le quarterback était déjà quasiment sur le banc de touche et il s'est fait plaquer assez violemment par Aziz Al-Shaair à ce moment-là. 2 actions qui lui avaient déjà valu un total de $24,000 d'amende sur la saison. Il a des problèmes de frein, ce garçon, c'est tout. Il n'a pas les bons crampons pour freiner. Ceci est en contexte. Peut-être qu'il n'avait pas vu que Will Levis ou Mason Rudolph étaient sortis du terrain à ce moment-là. Je ne saurais dire. Il avait pas vu que Roschon Johnson était dans le coin. Il a balancé. Il devrait jouer avec des verres de contact ou des lunettes. Ce jeune homme. Contexte remis en place, est-ce qu'il doit revenir sur un terrain avant la fin de saison? Est-ce que la NFL doit sévir, doit dire maintenant ça c'est terminé, il est suspendu jusqu'à la fin de saison? C'est quelqu'un qui doit plus jouer de la saison, c'est lui. Faut qu'il soit suspendu au moins jusqu'à la fin. Voilà. Donc au moins 6 matchs de suspension. Yaya, même idée? Oui, voilà. Est-ce que vous iriez plus loin que la saison? Non. À voir. Après, moi, je pense qu'ils vont prendre en compte le fait que Trevor Lawrence en est entre guillemets sorti sans trop de dommages. Enfin, il y a toujours des dommages, mais qu'on s'entende, mais qu'il n'ait pas été hospitalisé pendant 72 heures, etc., etc. Peut-être que ça va jouer aussi dans la décision. Mais je pense que si la NFL veut garder cette image de on protège les joueurs, etc., etc. Le slide du quarterback, c'est quand même le truc où tu vois, on dit oui, quand il sort de sa poche, il s'expose, etc. Mais normalement, quand tu slides, c'est terminé. T'as pas à prendre un tampon. Ceux qui n'ont pas vu l'image, allez regarder la vidéo. Mais c'est le tampon à la tête. Oui, non, mais c'est un attentat. Là, clairement, il y va pour faire mal. Il va pas pour jouer. Oh bah tiens, on va voir comment ça va se passer. Il va pour le dégommer. Donc, c'est ça. Il a réussi son coup.
Voilà, il l'a dégommé, il l'a sorti du match. Bon, lui aussi, il est sorti pour la petite histoire, évidemment. Il a été exclu de la rencontre. Déjà, il s'en est sorti vivant, c'est pas mal, parce que vu comment il était au milieu de la mêlée des joueurs des Jaguars... Je crois qu'il y a eu 2 expulsions. Il y en a eu deux, mais bon. Et en plus, il a chambré le public en sortant du terrain. Donc, bon, quitte, autant autant faire une totale. Hein. Ouais, tu sais, alors là, tu vois, ça me choque pas, ça. Autant remettre un coup. Public. Autant remettre un coup. Enfin voilà, donc. Moi, j'aurais balancé mon casque dans le public, voilà, en plus. Suspension pour Aziz Al-Shahir, pour l'instant elle n'est pas officielle. Bon, c'est sûr qu'il aura une grosse amende, ça c'est certain. La suspension, c'est du ressort de la NFL qui prendra sa décision, mais c'est quelque chose qui va être le bureau de Roger, qui va être attendu pour les prochains jours. On fait le tour des résultats. On rappelle les résultats de cette 13e semaine de compétition qui a été particulièrement étalée. Puisqu'on a commencé avec Thanksgiving, il y avait eu 3 matchs à Thanksgiving, la victoire des Lions 23-20 face aux Bears de Chicago, c'est dans un match avec une gestion de chronomètre absolument splendide. Le mieux n'étant pas la gestion du chronomètre, le mieux étant la réaction de Matt Eberflus derrière, qui, pour sa dernière conférence de presse, aura dit « tout s'est passé comme prévu ». C'est ça quand même le plus beau, je crois, dans l'histoire. Sans accroc. Voilà, et 5 heures plus tard, il était à la porte. Les Cowboys qui s'imposent 27-20 face aux Giants de New York, les Packers qui gagnent 30-17 contre Miami, bah oui, comme d'habitude quand Miami va jouer dans le froid. Les Chiefs qui s'imposent 19-17 face aux Raiders, les Falcons qui perdent 17-13 face aux Chargers, on en a parlé, les Steelers s'imposent 44-38 à Cincinnati. Les Vikings se gagnent 23-22 face aux Cardinals. Les Colts, eux aussi, dans un match qui s'est joué à la dernière seconde face aux Patriots, s'imposent 25-24, notamment grâce à une conversion à 2 points d'Anthony Richardson, je crois d'ailleurs himself. Oui. Il y a eu un touchdown qui les a ramenés à 1 point et ils ont décidé de convertir à 2 points. Ils ont bien fait, ils l'ont emporté. Les Seahawks, dans un espèce de festival de ballons manqués, d'actions bizarres, de retours de coups de pied, enfin bref, s'impose 26-21 face aux Jets. Vous allez me dire, comme d'hab avec les Jets, oui. Les Commanders qui gagnent 42-19 face aux Titans. Alors là, ça a été une boucherie offensive. Ils menaient 28-0 déjà avant la mi-temps. Mais les Commanders, ils les ont éparpillés façon puzzle. Les Texans qui s'imposent 23-20 face aux Jaguars. Les Rams qui battent les Saints de la Nouvelle-Orléans 21-14. Avec la fin de saison pour Tyson Hill d'ailleurs. C'est confirmé. Le genou en vrac pour le couteau suisse des Saints. On n'est même pas sûr d'ailleurs qu'il puisse s'en remettre un jour puisqu'il a déjà 35 ans, notre bon Tyson Hill. 26-23 la victoire des Buccaneers en prolongation face aux Panthers, 24-19 c'est pour les Eagles face aux Ravens et 35-10 les Bills qui s'imposent face aux 49ers. On se retrouve jeudi pour faire le point sur le first seed, sur le first pick. On fera tout ça donc dans le podcast de jeudi. En attendant, allez écouter nos copains de la NBA, allez écouter nos copains de la MLB. Et de la NHL aussi, puisqu'il y a un podcast qui est sorti la semaine dernière. On se retrouve donc jeudi pour le podcast de milieu de semaine, vendredi pour le live avec Wake et Bertrand. Très bonne semaine à tous sur les antennes de TFA. Merci Seb, merci Yaya. À très vite tout le monde. Allez, ciao. Ciao, bye.